Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Pour nous accompagner ce soir, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de bilinguisme par les Français et Shimaoré. On va parler notamment de cette formation qui a été dispensée par l'association Chimé. Une formation qui pour la première fois s'adresse aux enseignants. On en parle dans ce journal, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 2 mars. Après la réunion qui s'est tenue hier concernant les problèmes rencontrés par les commerçants du marché, nous nous sommes rendus sur place ce matin. Si pour l'heure rien n'a évolué, les commerçants veulent croire aux promesses faites, même s'ils jurent déjà d'agir si rien ne bouge prochainement. Maîtriser parfaitement le shimaoré pour mieux apprendre ou enseigner le français, tel est l'objectif de la formation mise en place par le vice-rectorat et qui se déroule actuellement. Nous étions ce matin au lycée de Kahani pour suivre un cours à la fois pédagogique et ludique. Explication dans votre journal. L'association Hip Hop Evolution met en place depuis cette année un nouveau dispositif intitulé Vagabond Lab. Le premier séjour a lieu actuellement à Mtsangamouji en présence de 22 jeunes danseurs. Objectif, progresser dans leur discipline, mais aussi à l'école par le biais d'un soutien scolaire. Reportage. Après la réunion qui s'est tenue hier à la CCI entre les différents acteurs concernés par les activités du marché, des actions concrètes sont attendues. Pour ce qui est de la sécurité dans et aux abords du complexe, la mairie de Mamoudzou a promis de mettre en place une brigade permanente de la police municipale. Celle-ci patrouillerait de l'ouverture du marché jusqu'à 17h. Des promesses qui doivent désormais être suivies d'actes dans les prochains jours. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Vendeurs à la sauvette, insécurité, nouvelles taxes, absence de référents. Les commerçants du marché en ont assez et l'ont fait savoir ces dernières semaines. Après la réunion qui s'est tenue hier avec la CCI, le conseil départemental et la mairie de Mamoudzou, des promesses ont été faites, même si dans un premier temps, une proposition leur a été soumise pour que les commerçants définissent eux-mêmes des mamas vigilantes. Non, ce n'est pas les mamas. Les mamans commerçants, il n'y a pas demandé ça. Il y a quelqu'un qui a proposé, mais ce n'est pas nous les commerçants. Nous, on ne peut pas surveiller les clandestins qui sont alentour du marché. C'est du travail de la police, ce n'est pas à nous de faire ça. En effet, pour lutter contre l'insécurité, les commerçants veulent des mesures concrètes à l'image de cet homme qui a connu de nombreuses mésaventures ces dernières semaines. Wakati tilawa dongo tindarma sécurité sociale ti wakati na java no nyango azike vale tsenge sakiango tili shindani titi bukamu da awono vale tsingia mrabana tanahija tsipara sakiango le ilawa tsikana €600 idula na isaki na lakile gari na lakile zada gonzangu pezi ilawa isi apaka tuloringa gari harma insurance yangu da jatika gari yangu ya bingwa garage iketpanda pandara siku 10 siku 20 Abuna kundu para ina kundu fanya ila kile na para ila kile na ndaningal garage na kuibinga da goni hangu. Au lendemain de la réunion, rien n'est pour l'heure mis en place. Après des semaines de protestation, les commerçants souhaitent croire les promesses et se disent prêts à patienter, du moins quelques jours. Ils sont toujours là, mais bon, il y a des promesses. Nous, on regarde dans 3, 4, 5 jours et puis là, on verra. Hein. Mais parce que nous, on n'a pas arrêté les grèves. Hein. Comme il y avait des promesses hier, donc nous, on a confiance aux élus, donc on regarde ce qui va passer. Et si rien ne change, nous, on va continuer notre combat. En effet, des actions d'envergure devraient être menées dans les prochains jours par les autorités, puisque dans le cas contraire, après le conseil départemental et la CCI, ce pourrait être au tour de la mairie du chef-lieu d'être occupée. Et depuis plusieurs mois, les mouvements de protestation se sont multipliés sur le département. Pour en parler avec nous, Tani Abdoul Sakour, membre du collectif contre les taxes confiscatoires. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors on l'a vu, votre collectif à vous porte un nom bien précis. De nombreux collectifs ont été créés à Mayotte depuis quelques mois. Aujourd'hui, vos revendications portent sur quoi très exactement? Alors, nos revendications portent essentiellement sur les impôts. Disons que nous sommes sur l'île, le département le plus jeune de France. Nous avons le PIB le plus faible
le produit intérieur brut le plus faible de France. Et nous estimons que les impôts sont trop chers pour la population de Mayotte. Donc, nous avons réfléchi, nous sommes mis en collectif et nous pensons que nous avons des solutions pour essayer, une solution en particulier pour essayer de lutter contre ces impôts qui sont très chers. En tout cas, nous avons une proposition à faire au gouvernement. Alors, on a vu, vous avez été très suivi la dernière fois avec votre rencontre. De nombreux habitants sont venus vous rencontrer lors de ces débats qui ont eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation qui est à Mayotte aujourd'hui devient une préoccupation pour vous aujourd'hui et pour beaucoup de personnes? Alors, nous avons vu qu'il y a deux préoccupations majeures actuellement à Mayotte, l'insécurité et puis les impôts. Donc, nous, on a choisi, à partir du moment où on sait que l'insécurité est une mission régalienne de l'État, on a choisi, au niveau des impôts, parce que nous, on représente la population, on est ici pour la population, on se bat justement pour essayer pour le bien-être de la population. Nous pensons que les impôts tels que présentés actuellement sont trop chers, la population ne peut pas payer. Et donc, nous proposons qu'on nous donne une dérogation sur 30 ans pour qu'on puisse se régénérer. Et puis, donc, revenir sur tout ce qui a été fait jusqu'à voilà, maintenant. À partir du moment où il y a plein de choses, à chaque fois que des avantages doivent être donnés à Mayotte, on nous a ramené à 2025. Je ne peux pas comprendre que l'État ne puisse pas accepter, en ce qui concerne les impôts, de prendre en charge une partie ou toute partie de cet impôt et puis de permettre aux Mahorais de se régénérer et puis une fois qu'ils seront prêts de payer au même titre que les autres. Parce que nous ne refusons pas de payer, mais on sait que 84% de la population à Mayotte actuellement est en dessous du seuil de pauvreté. Donc ne peut pas payer ces impôts. Alors quelle action avez-vous prévu de mettre en place dans les prochains jours? Alors, évidemment, les actions à ce niveau-là sont limitées. C'est vraiment au niveau de nous en appelons à la volonté de la population de Mayotte. Nous invitons fortement la population de Mayotte à venir le 12 de ce mois-ci, le 12 mars, dans la rue avec nous pour manifester et montrer justement qu'une solution est possible par rapport à ces impôts-là et que je suis convaincu qu'avec leur aide, et nous avons mis en place, je pense que vous l'avez fortement relayé ici à Kwezi, une pétition qui a recueilli des milliers de signatures. Cette pétition sera validée par un huissier très rapidement, prochainement. On pense qu'on prend rendez-vous pour le 10. Une fois que c'est fait, le 12, on appelle la population à venir. Évidemment, une fois que c'est validé par l'huissier, ça sera transmis au ministère, évidemment, à l'État, pour que justement, notre proposition, c'est celle-là. Nous voulons une dérogation sur 30 ans, le temps qu'on puisse se régénérer et puis être prêt. Alors on a vu également ces derniers temps, on a parlé d'une autre pétition, celle du collectif des citoyens inquiets. Alors on voit beaucoup de choses se faire. Est-ce que ce ne serait pas plus opportun, plus pertinent de vous réunir, de mobiliser vos forces pour justement avoir un impact plus important? Alors contrairement à ce groupe-là, qui eux n'ont pas fait de proposition en fait. Je pense qu'ils ont essayé de soulever les consciences, préfèrent prendre conscience de certaines problématiques. Eux, ils ont eu plusieurs points, notamment l'insécurité. Ils ont parlé de ces impôts. Nous n'en avons pour le moment que ce point-là à l'ordre du jour. Et nous disons que nous, on a une proposition. Contrairement à eux, je peux comprendre, mais nous, on a une proposition. Et vraiment, on pense que cette proposition que nous avons n'est pas contre nous. Aujourd'hui, on ne cherche pas à trouver des coupables par rapport à cette situation. On n'accuse personne. On ne veut pas savoir si c'est les maires ou... Non. Aujourd'hui, il y a un problème. La population de Mayotte est en souffrance. C'est le sujet de préoccupation. Et aujourd'hui, évidemment, les gens parlent de l'insécurité parce que ça touche aux gens directement. Mais les impôts, franchement, c'est le sujet de préoccupation partout où on passe. Donc, nous pensons que la population de Mayotte pour le moment, par rapport à sa situation, ne peut pas payer. La population ne peut pas payer et nous demandons à ce qu'on nous laisse le temps d'être prêts pour pouvoir payer. Il n'y a pas autre chose. Merci beaucoup Tani Abdoul Sakour. Je rappelle que vous êtes membre du collectif contre les taxes confiscatoires. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Alors, le centre de gestion agréé de Mayotte organisait une conférence de presse ce matin. Objectif, présenter le dispositif de prise en charge des petites entreprises individuelles sur le volet comptable, fiscal et social. Un accompagnement très important pour des centaines d'entrepreneurs qui doivent se plier aux obligations du droit commun, mais aussi développer leur entreprise. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Le centre de gestion agréé de Mayotte, CGAM, œuvre pour aider les entreprises du département à se structurer au niveau comptable, fiscal et social. Le président du CGAM, Jean-Pierre Hervé, nous en dit plus sur cette conférence de presse et sur la mise en place du nouveau dispositif. Nous voulions vous présenter le dispositif qui a été mis en place au centre de gestion agréé de Mayotte avec le soutien de la DIECT et les partenaires que sont la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et l'ADEAL, pour permettre aux petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont dans ce qu'on appelle le régime fiscal du micro, globalement qui ne dépasse pas 30 000 € de chiffre d'affaires en prestation de services, 80 000 en vente, ces entreprises puissent respecter leurs obligations, c'est vrai, mais mieux se connaître elles-mêmes. L'objectif est aussi de permettre aux entreprises de mieux se connaître et de faire un véritable bilan de leurs activités. Toutes les entreprises ont besoin de donner de la lisibilité sur leur activité par les liasses fiscales, par la comptabilité, et elles ont besoin d'être accompagnées, quand elles n'ont pas la possibilité d'avoir en interne des compétences, d'être accompagnées par des structures comme le centre de gestion qui va nettement au-delà de la seule tenue de la comptabilité. La plupart des artisans taxis, pour prendre cet exemple, mais ce ne sont pas les seuls de Mayotte, n'ont pas de comptabilité, n'ont pas de compteur eurokilométrique, ça c'est évident, et parfois n'ont pas de compte bancaire. Donc mobiliser des financements dans ces conditions-là, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'un banquier, il ne prête pas qu'aux riches, mais il prête quand il a des garanties concernant les possibilités de remboursement de son client. 200 entreprises sont actuellement concernées par ce dispositif et d'autres pourraient rapidement suivre. En effet, la première année, l'État prend en charge 2/3 du coût lié au premier bilan comptable. Un bilan comptable qui peut ouvrir les portes au développement des activités. Si je suis artisan taxi, que je vais voir mon banquier sans comptabilité, avec un avis d'imposition où le revenu imposable est quasiment à zéro, comment est-ce que le banquier sera remboursé ? C'est la question qu'il me posera. Comment allez-vous me rembourser ? Donc le PRA ne pourra pas être mobilisé. Si je veux mobiliser du financement, une subvention dans une collectivité, on me demandera aussi de fournir une comptabilité. Si je veux mobiliser des fonds structurels, alors là on n'est plus sur les taxis, mais sur des projets un peu plus importants, si je veux mobiliser des fonds européens, il va falloir non seulement que je prouve ma fiabilité en termes de gestionnaire, mais il faudra en plus que je sois en mesure de préfinancer le financement par l'européen, pas par l'Europe, par les fonds structurels. Si on m'accorde 100 000 € d'aide par le FEDER, il faudra que je sois en mesure de mobiliser ces 100 000 € avant d'en obtenir le remboursement. Donc que j'aille voir un banquier pour qu'il me prête de l'argent. À l'heure où un comité départemental d'experts comptables doit voir le jour dans les prochaines semaines, ce dispositif devrait aider les entrepreneurs à se mettre en conformité avec le droit commun. Car si ce dernier implique de nombreuses contraintes, il peut également permettre aux entreprises de franchir les étapes du développement. Passer par le shimaoré pour mieux accéder au français, c'est le but de la formation bilinguisme mise en place par l'association Chimé, mandatée par le vice-rectorat. Il s'agit ici de la première formation mise en place à destination des enseignants. Les précisions avec Adèle Laurent. Durant 3 jours, ces enseignants sont devenus élèves. Le but, pour les professeurs de shimaoré de l'association Chimé, était de leur apprendre à utiliser le shimaoré comme passerelle pour l'apprentissage du français. En effet, les enfants n'utilisent souvent la langue française qu'à l'école et parlent donc le shimaoré la plupart du temps. Le français de l'école et le shimaoré et le shibushi de la maison peuvent entrer en communication pour mieux se réadapter son vocabulaire. On a plusieurs activités qui se font, donc des activités par rapport au toucher, par rapport à l'expression corporelle, par rapport à l'utilisation de l'espace. Toutes ces activités-là peuvent permettre éventuellement de mieux se réadapter déjà le lexique
de tous les jours. Un intérêt pour les élèves, mais également pour leurs professeurs. Mais moi, ça fait presque 5 mois que je suis à Mayotte. Donc apprendre le shimaoré, c'est un élément, c'est une condition indispensable pour bien connaître ce peuple et après bien comprendre mes élèves que j'ai tous les jours à l'école. Mais ce qui peut faire maintenir l'attention des élèves, c'est l'intérêt qu'ils peuvent porter au cours. Mais je sais aussi que l'intérêt qu'ils portent au cours va aussi avec l'intérêt qu'ils portent aux profs. Je sais par mon expérience que quand on connaît la langue de la personne qui est enseignée, tout se passe souvent beaucoup mieux. Quand un élève sait que tu connais des choses que lui connaît, eh bien, il te respecte. Et ce respect-là est indispensable pour l'apprentissage. Cette formation a donc également permis à certains professeurs d'apprendre le shimaoré pour mieux communiquer avec leurs élèves. Et pour les enseignants maoré, l'occasion se présentait d'améliorer leur connaissance de leur langue natale. J'ai appris beaucoup de choses parce que moi aussi je parle shimaoré. Je pensais le parler très bien, mais je me suis rendu compte que je le parle, mais il y a toujours des confusions sur certains mots ou quand tu l'écris, c'est pas du tout pareil. Parce que j'ai fait un dicté où j'ai vu que je manquais de quelques notions, mais ça va là. J'ai juste à durcir mes notions. Et ça sert aux enfants et ça sert aux adultes aussi. C'était également l'occasion pour Angatai Biku de leur rappeler que la langue mahoraise est riche en lexique comme en code linguistique et que le shimaoré est une langue accessible à tous qui mérite d'être préservée. Le shimaoré, comme toutes les langues régionales, a toute sa place dans l'éducation nationale et a toute sa place, bien évidemment, fortiori dans la langue mahoraise. Et à Mayotte donc. Cette première formation a été une réussite, beaucoup appréciée par les enseignants. Ceux-ci ont pu apprendre ou améliorer leur pratique du shimaoré et ont acquis un savoir-faire afin de mieux enseigner le français à leurs jeunes élèves. D'autres membres du personnel de l'éducation nationale pourront profiter dans les semaines à venir de cette nouvelle forme d'enseignement du français qui fera dans le même temps perdurer la langue mahoraise. Et dans le cadre de la journée de la femme, 12 portraits ont été exposés dans cette semaine à la gare maritime de Mamoudzou. Nous étions ce matin avec Nkolo Ibrahim, le photographe amateur en charge de l'exposition. Les usagers de la barge ont pu admirer ces femmes qui ont pour la plupart un parcours professionnel exemplaire. Comme chaque année, la préfecture de Mayotte, avec la participation de nombreuses associations, valorise la femme mahoraise. Une exposition dont vous pourrez profiter jusqu'au 30 mars prochain. Un reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. La femme mahoraise occupe une place importante dans sa société. De plus en plus sur le devant de la scène, l'exposition qui se déroule en ce moment est là pour en attester. Car si entre les hommes et les femmes, il y a toujours été question de pouvoir, ici, les hommes sont agréablement surpris, comme chaque année, de redécouvrir la femme mahoraise à travers ses portraits. Le message pour moi il est clair, c'est que les femmes doivent prendre leur place dans la société au même titre que les hommes. Après, est-ce qu'on va leur laisser la place? C'est ça le problème. Bon. Mais ça je suis pour la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, donc à la limite, ça va être un petit peu difficile. Il y a quelques années quand même, la femme mahoraise n'osait à peine se dévoiler pour faire de l'activité sportive. Maintenant, on a des jeunes de plus en plus compétentes et puis ils s'adhèrent à tous les sports. Et c'est une très bonne chose pour Mayotte et pour l'avenir, n'est-ce pas? 12 femmes ont accepté de poser le temps d'une photo pour montrer l'évolution de la femme mahoraise dans la société. L'objectif de cette exposition est de valoriser les femmes tout en montrant qu'elles peuvent exercer toutes sortes de métiers. Pour ce jeune photographe amateur, cette exposition transpose sa vision de la femme mahoraise. L'expo débute d'aujourd'hui, donc du 2 jusqu'au 30 mars. À la gare maritime, les gens auront la possibilité à la fois d'apprécier, de s'interroger sur ces métiers, sur ces activités pratiquées par ces femmes, mais aussi montrer aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui n'ont pas encore l'habitude ou bien qui n'ont pas encore vraiment des projets professionnels, de dire que ces métiers existent et qu'elles ont la possibilité de les exercer comme les hommes et partout. Le 8 mars, déjà l'expo est visible par tout le monde, mais après le 8 mars, il y aura une cérémonie de remise des portraits. Donc on va inviter toutes les femmes qui ont contribué à l'exposition à l'hémicycle du Conseil général
conseil départemental plutôt, pour qu'elle puisse également à la fois être remerciée, parce qu'il faut savoir que c'est pas facile de s'afficher pendant un mois ou bien ne serait-ce 5 minutes comme ça devant un public varié. Donc ce jour-là, c'est à la fois de les remercier, de les encourager également. L'exposition a été affichée ce jour et se terminera le mercredi 30 mars. Alors, il vous reste encore un mois pour admirer ces femmes que peut-être vous côtoyez quotidiennement et que vous redécouvrez à travers cette exposition dans le cadre de la Journée de la femme. Alors Pierre, on vient de le voir, mise en valeur de la femme mahoraise, la tradition mahoraise, également de la langue, on l'a vu dans le reportage qui a précédé. Aujourd'hui, il y a un retour un petit peu vers le local plutôt que d'aller tout le temps vers l'extérieur. Tout à fait, on le voit, voilà, ce sont des initiatives pour justement remettre en valeur à la fois la culture, mais aussi, on l'a vu, la langue. Donc on va y revenir justement sur ce que fait actuellement Chimay et le vice-rectorat. Souvenons-nous, il y a quelques mois, nous recevions Rastami Spello, puisqu'on parlait déjà d'introduction. La vice-rectrice était venue parler d'introduction du shimaoré à l'école. Et on se posait beaucoup de questions, et notamment avec Rastami Spello, nous lui avions posé des questions sur comment pouvez-vous introduire une langue avec des personnes qui ne sont pas forcément formées pour l'apprendre, pour l'enseigner, qui n'ont pas forcément apprise en termes de structure, en termes de dialectique également. Donc voilà, on avait posé ces questions et c'est vrai qu'il disait oui, on essaye de travailler avec le vice-rectorat, malheureusement on n'est pas sollicité. Aujourd'hui on voit que c'est le cas, ils sont sollicités, il y a un vrai travail qui se fait et c'est un travail très très important puisqu'effectivement apprendre le shimaoré, le comprendre, le connaître, savoir l'écrire, c'est absolument fondamental pour pouvoir l'enseigner à des enfants ensuite. Et effectivement, il y a beaucoup d'enfants à Mayotte qui ne parlent pas français et en partant du shimaoré pour apprendre le français, bien sûr que ça sera beaucoup plus simple. Ça, c'est une évidence. Mais il fallait que ce travail soit fait. Aujourd'hui, il est en cours. Voilà, il va y avoir plusieurs sessions de formation. C'est quelque chose vraiment de très bien que beaucoup de gens réclamaient. Et Chimay se bat depuis des années pour ça. C'est vraiment un travail de longue haleine qui aujourd'hui aboutit et c'est vraiment une très très bonne chose. Alors, fait étonnant, on a vu dans ce reportage cette enseignante qui disait elle pensait savoir parler mahorais. Or, ce n'est pas le cas après, elle s'est rendue compte que ce n'est pas le cas après cette formation. Aujourd'hui, il y a un mahorais parlé, un mahorais écrit. Tout à fait. Beaucoup de ces personnes n'ont pas appris à écrire. Ils sont allés directement au français. Alors, ils ont toujours parlé shimaoré, mais ils n'en connaissent pas forcément la structure. Déjà, il a fallu codifier aussi la langue. Oui, ça a été aussi un gros travail qu'a fait Chimay au préalable. Aujourd'hui, voilà, il y a eu ce travail-là qui a été fait. Maintenant, il y a la possibilité de l'enseigner à des personnes qui eux-mêmes l'enseigneront. Donc, c'est vraiment une étape... On l'avait dit, c'est une étape primordiale. On doit passer par là si on veut à un moment donné apprendre le shimaoré à l'école et partir de cette langue qu'il ne faut pas perdre aussi, puisque c'est aussi ça l'objectif, c'est de ne pas perdre à la fois la culture, mais aussi la langue. C'est quelque chose de très important. Et puis je pense sincèrement que toutes les personnes qui viennent à Mayotte se doivent aussi de faire cette démarche, d'essayer d'apprendre la langue, d'apprendre les expressions, parce que ça dit aussi beaucoup de choses sur une culture, la langue. C'est quand même un fondement, voilà. Donc il faut vraiment aller vers ça. On y va au fur et à mesure, mais je pense que chacun doit faire cette démarche-là de manière même individuelle. Et voilà, c'est une très très bonne chose en tout cas. Et pourquoi pas justement dans les prochaines années, en tout cas c'est le souhait de la vice-rectrice, introduire le shimaoré peut-être dès l'école primaire, élémentaire, pour ensuite peut-être l'introduire au fur et à mesure au collège et continuer comme ça. Et je pense que ça sera vraiment une bonne chose pour l'apprentissage du français, qui est quand même une langue difficile. Et on le voit, il y a beaucoup de difficultés aussi. Donc les élèves ont des difficultés à apprendre cette langue. Donc à partir de là, il faudra vraiment trouver des solutions et je pense que c'en est une. En tout cas, c'est bien parti pour, on l'a vu dans le reportage. Contrôle renforcé sur les fruits et légumes importés au port de Longoni ou encore le bouclier qualité 2016, c'est également dans l'actualité de ce mercredi 2 mars. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Le 26 février dernier, le syndicat des transitaires, le MEDEF et la CGPME se rencontraient dans les locaux de la DIECT. L'objectif de cette première réunion était de mettre en place des contrôles renforcés sur les fruits et légumes importés au port de Longoni. En effet, ce marché ne respecterait pas les normes imposées et une économie parallèle générant un chiffre d'affaires de l'ordre de 6 à 8 millions d'euros se serait développée. Outre une campagne de sensibilisation destinée aux acteurs économiques concernés, une campagne de formation et d'information sera mise en place, ainsi qu'un recensement plus précis des importateurs. Les demandes de licence d'importation délivrées par la DAF seront examinées de manière plus pointue et seront systématiquement soumises au contrôle de la DIECT.
Les vérifications seront également effectuées sous forme de prélèvement d'échantillons destinés à être analysés dans un laboratoire métropolitain. Mais les professionnels ne sont pas forcément convaincus par cette nouvelle procédure qui pourrait les impacter sans toutefois atteindre les vendeurs contrevenants, puisqu'inconnu des services de la répression des fraudes. Le préfet Seymour Morcier et les représentants de la grande distribution de Mayotte se sont rencontrés le 10 février dernier afin d'établir la liste des produits qui composeront le bouclier qualité-prix 2016. 78 articles de première nécessité ont été retenus pour un coût global de 214 €, soit 1 € de moins que l'année dernière. Élaboré dans le but de ménager le portefeuille des consommateurs, le panier santé a été conservé. Il comprend 22 références et devrait permettre à une population sujette au diabète de manger sain et équilibré pour un tarif affiché de 63 €. Le panier hygiène, quant à lui, ne change pas et comprend des produits de base comme le dentifrice, les couches bébés ou encore l'eau de Javel. Afin que la population soit toujours informée, le BQP 2016 sera mis en ligne tous les mois sur le site internet de la préfecture. Mais si celui-ci réussit à absorber les modifications récentes des taux d'octroi de mer sur les marchandises importées, on ne peut cependant que déplorer la faible quantité de produits locaux y figurant. En comparaison, le bouclier qualité-prix réunionnais comprend près d'une référence sur 2 produite localement. Les jours se suivent et se ressemblent à Tsunzouin. Hier, en début d'après-midi, un jeune homme a été victime d'une agression sauvage. Une fois n'est pas coutume, les habitants du village ont rattrapé son agresseur avant de le remettre aux forces de l'ordre. Pris à partie par un groupe de jeunes, un adolescent a littéralement été roué de coups de chaîne de vélo pour un bijou qu'il portait autour du cou et qu'il avait soi-disant volé. Les choses se sont rapidement envenimées et une bagarre générale a éclaté, les amis de la victime étant intervenus pour le défendre. Blessé, le garçon a cependant réussi à s'enfuir, mais une pierre l'a atteint la tête, lui faisant perdre connaissance. Les sapeurs-pompiers l'ont rapidement pris en charge pour l'évacuer vers le CHM, laissant la police essayer de ramener le calme et libérer la route nationale qui avait été fermée. Le principal agresseur de la victime, qui avait pris la poudre d'escampette, a été rapidement retrouvé par les habitants, qui l'ont ensuite remis aux forces de l'ordre. Et enfin, l'association Hip Hop Evolution a mis en place un nouveau dispositif cette année intitulé Vagabond Lab, un véritable centre de formation alliant danse, soutien scolaire et implication des parents. Le premier séjour a lieu cette semaine. 22 jeunes danseurs sont ainsi en stage à Mtsangamouji sous l'égide de Belabi Mohamed, triple champion du monde de breakdance. Ainsi, pendant 8 jours, les jeunes âgés entre 9 et 16 ans vont être encadrés et suivis de très près. L'occasion pour eux de s'améliorer dans leur discipline tout en misant sur leur réussite scolaire. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Chacun met la main à la pâte pour la préparation du petit déjeuner. Il faut dire que le programme est bien rodé. Ces jeunes sont unis par l'amour de la danse et apprennent par le biais de ce séjour à vivre ensemble. On apprend des nouveaux trucs. Des trucs qui viennent complètement d'ailleurs, qu'on n'a jamais vu. On apprend à développer aussi notre propre style. Après, si on nous donne des trucs et qu'on part d'ici, c'est à nous de faire le travail. Je suis très content parce que ça fait déjà longtemps que je ne suis pas participé à ce genre de trucs. D'ailleurs, c'est la première fois. Donc je suis très satisfait. Après, c'est à moi aussi de montrer l'envie que j'ai. Plusieurs jeunes encadrent ce groupe, comme Salim qui est en formation pour obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances, mais aussi Samir qui fait une formation pour être enseignant et qui assure la partie soutien scolaire. Ce séjour représente une véritable aventure humaine pour ces jeunes, mais aussi pour ces encadrants. En français, je propose de faire un petit dicté ou une petite rédaction. Comme ça, ils vont acquérir les bases. Par exemple, la conjugaison, tout ça, je leur propose aussi ça à faire. Aussi, par exemple, en maths, certains qui font des fonctions, les bases, des statistiques, tout ça. Donc, ça fait partie de ce que je fais actuellement ici. Alors, quotidiennement, avec les enfants, avec les jeunes, on a réparti des tâches. On a fait des groupes de 4. Et chaque jour, il y en a qui s'occupent à balayer, il y en a qui s'occupent à cuisiner, il y en a qui s'occupent à nettoyer les tables, il y en a qui s'occupent à nettoyer la salle de la danse, il y en a qui s'occupent à nettoyer les douches, les toilettes, déjà ça. Après moi, au quotidien, je fais tout ce qui est administratif,
l'étiquetage des produits, faire des échantillonnages pour garder pour la DAF. Moi, quand j'étais à leur place, je ne me voyais pas. Je ne pensais pas que j'en arriverais là. Dans l'après-midi, les activités autour de la danse prennent place. La passion pour la danse anime ces jeunes issus de milieux sociaux différents. L'objectif est de partager, de se connaître à travers l'autre pour transposer ces valeurs dans leur vie quotidienne. Bella Habib Mohamed, qui encadre cette séance de danse, donne les bases de perfectionnement du hip-hop. Lui, le triple champion du monde, souhaite à travers ce dispositif Vagabond Lab donner à ces jeunes Mahorais les mêmes chances que tous les autres Français. Pour la première semaine, ça leur apporte énormément. Sur ça, on s'en doutait pas parce que de toute façon, c'est un programme qui a mis quand même des années pour prendre maturité. C'est pas dès qu'on a pensé à ce projet-là, on l'a mis en place, même en France. En France, ça nous a pris 5 ans pour le mettre en place parce que déjà, ça demande vraiment des moyens financiers. Ça demande aussi les parents qui doivent être investis dedans. Le relais va se faire avec notre référent local, c'est Demez du groupe Lil Style, que lui il prend le relais. Parce que ce qui est aussi important ici par rapport à moi, ce que j'avais vu au départ, c'est qu'il y avait quand même, chaque village, il était dans son coin, il n'y avait pas quand même ce travail c'est pas parce qu'il n'appartient pas à mon village que je lui apporte pas. Le projet inclut également l'implication des parents et ils se rendront ainsi sur place dès demain. Ce samedi, le camp se terminera par un battle de danse organisé à Kungu, une manière de mettre en application le savoir appris durant cette inoubliable semaine. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée à 21h sur KTV et à retrouver également sur OM5. Et dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À suivre juste après l'invité du temps de parole. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie d'Elad Chakrina du COSEM avec qui il sera question du dispositif des mamans vigilantes du marché. Et à 7h30, la parole sera donnée à Rukia Lahadji, maire de Chirungi. Elle reviendra sur le couvre-feu désormais en vigueur dans la dite commune. Excellente soirée à vous sur KTV.